Bonjour à tous, Hervé Mougeot. Donc, je vais vous faire une présentation sur la mesure de la qualité de l'électricité avec nos PQBox. Voilà, comme intervenant, malheureusement, Jürgen Blum, notre chef produit qui devait être là, s'est blessé. Donc, c'est vraiment de la dernière minute. Mais pour le remplacer, nous avons Thomas Schwartz qui va pouvoir se présenter dans quelques minutes. Juste une information importante. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Si jamais on n'avait pas le temps de vous répondre, toutes les questions seront enregistrées et puis nous pourrons vous répondre à la suite de ce webinaire. Voilà. Thomas, si tu as un petit mot à nous dire pour te présenter. Bienvenue et bonjour. Je m'appelle Thomas Schwartz. Je ne parle pas français, mais Hervé va traduire. Merci. Très bien, merci Thomas. Bien, alors, on va attaquer le webinaire. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la mesure, entre autres, de l'électricité, c'est-à-dire la qualité de l'électricité, mais aussi la quantité. Alors, c'est vrai qu'habituellement, lorsqu'on parle de mesure de l'électricité, on pense tout de suite quantité. Quantité égale facture, égale comptage. Aujourd'hui, on sera plutôt concentré sur la partie qualité. Donc, qualité de l'électricité dans le domaine des perturbations, basse fréquence conduite. Un système électrique triphasé se définit par quatre paramètres. Amplitude, forme de l'onde, fréquence et équilibre du système triphasé. Si l'on modifie l'un de ces paramètres, on est en perturbation. Exemple, variation de tension, creux de tension, coupure ou flicker, on modifie l'amplitude du système. Harmonique, interharmonique, transitoire, on modifie la forme d'onde. Déséquilibre, on modifie l'équilibre du système. Variation de fréquence, on modifie la fréquence. Tout simple. Parmi ces perturbations, aujourd'hui, on se concentrera en particulier sur les harmoniques et tout particulièrement sur les supraharmoniques. C'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus souvent sur nos réseaux. Je vais développer ce thème-là. Voilà. Donc, vous voyez, là, ici, on a le spectre des harmoniques. Donc, on avait l'habitude de travailler avec nos harmoniques classiques, j'irais jusqu'au rang 50, c'est-à-dire 2500 Hz. Aujourd'hui, on va lutter contre les harmoniques qui seront de rang bien plus élevé. Alors, j'ai dit qu'on ne parlerait pas de la quantité en détail. Je vous rappelle simplement que tous nos PQBox sont capables de mesurer la puissance ou les puissances dans leur moindre détail. Vous voyez ici, en partant de notre petit triangle que nous avons tous appris à l'école, avec les puissances actives, réactives et apparentes, eh bien, ça évolue, c'est-à-dire qu'on va passer en 3 dimensions et on va, entre autres, aborder ces notions de puissance déformante. Ces puissances déformantes représentées ici en monophasé, qui vont donner ça en triphasé, avec une formule que l'on ne va pas développer aujourd'hui, mais qui nous parle de la puissance réactive, alors qu'auparavant, on était en puissance réactive fondamentale seulement, c'est-à-dire celle-ci, ici. Aujourd'hui, on va parler de puissance réactive harmonique, de puissance réactive de distorsion, de puissance réactive de modulation et de puissance réactive de déséquilibre, en plus de la puissance réactive fondamentale. Voilà, mais on ne va pas développer ce thème-là. Je tenais simplement à vous rappeler que tous nos PQBox sont capables de mesurer ces différentes composantes de puissance. Alors, nous avons une famille complète d'appareils de mesure avec des caractéristiques communes pour tous les appareils, ces appareils portables. Donc, point hyper important, on travaille avec un logiciel qui s'appelle le WinPQ Mobile. C'est un logiciel commun à tous les appareils. Important, c'est vraiment un logiciel que nous développons depuis de nombreuses années et qui est compatible avec tous nos appareils. Au niveau des accessoires, tous nos appareils reconnaissent automatiquement les accessoires qui leur sont raccordés. Et ces accessoires, point aussi important, sont communs à tous les appareils. C'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser des accessoires d'un PQBox 150 et les utiliser avec le PQBox 300. Au niveau de la plage de fonctionnement, on mesure les tensions jusqu'à 1600 volts et les courants jusqu'à 7000 ampères. Alors là, on est essentiellement dépendant de nos capteurs. Mais bon, de ce côté-là, on n'a pas vraiment de limite. On a des pinces ampères-métriques, on travaille aussi avec des capteurs flexibles de type Rogowski. Donc, c'est vrai qu'on peut travailler sur différents diamètres et différents calibres, sans aucun problème. Point hyper important, tous nos appareils sont intégralement conformes à la classe A de la CUI 61430, édition 3.
et de la C8 62-586. En catégorie, donc c'est-à-dire la catégorie la plus élevée de cette norme 62-586, PQI-A, PO, H. Donc PO pour portable et H pour un fonctionnement dans un environnement particulièrement difficile. Donc ces caractéristiques sont communes à nos 4 appareils. L'alimentation en continu ou en alternatif, jusqu'à 500 volts, en catégorie 4, j'y reviendrai aussi. Tous nos appareils sont IP65, donc résistent à la projection d'eau et sont utilisables en extérieur. Catégorie 4 jusqu'à 12,8 kV en impulsion tension. D'un point de vue sécurité, les entrées-mesures sont en double isolation. On travaille en classe de protection 2. Hyper important, et là je vais préciser certaines choses. J'ai déjà vu certains utilisateurs utiliser des appareils qu'on utilise habituellement fixes pour les mettre en portable. Sachez qu'on n'est plus du tout dans la même classe de protection. Un appareil portable, enfin tous nos appareils portables sont de classe de protection 2, donc c'est une sécurité accrue comparativement à tous nos appareils fixes. Un appareil fixe est prévu pour être installé sur un site, dans une armoire, donc on n'a pas besoin des mêmes niveaux de protection. Donc faites attention à votre sécurité, n'utilisez pas n'importe quel appareil pour faire des mesures portables. Un exemple d'utilisation en extérieur de nos PQ-Box. Voilà un PQ-Box 150 sur la gauche, un PQ-Box 200 sur la droite. Tous ces appareils donc, sont, comme je le disais, IP65, donc étanches, peuvent être installés à l'extérieur. Au niveau de la plage de fonctionnement de température, aucun problème, de moins 20 degrés à 60 degrés. Et l'alimentation, donc que l'on voit ici sous les petites flèches rouges, elle-même respecte la catégorie 4, 600 volts et IP65. Donc on peut utiliser et installer l'intégralité de nos solutions en extérieur et ça fonctionne sous la pluie. Alors tout d'abord, le PQ-Box 50, c'est le plus petit de nos appareils, donc il a été développé spécifiquement pour avoir quelque chose de très petit. Donc l'objectif, c'est de le rentrer dans les petites armoires de distribution, par exemple. Donc vous le voyez, le format de poche, 220 par 110 par 40, donc il est vraiment très fin. Il fait moins d'un demi-kilo. Alors à partir du moment où on l'a rentré dans une armoire ou on l'a caché quelque part, on peut dialoguer avec lui donc en Wi-Fi et on peut utiliser une application qui fonctionne sur smartphone. Usage multiple, alors on le décline en 3 versions, basique, light, expert. Le basique, c'est pour les mesures, disons, basiques, type tension, courant, puissance. Le light, on va l'utiliser comme calimètre, y compris les mesures de flicker. Et en expert, il fonctionnera en oscilloperturbographe, c'est-à-dire qu'il va enregistrer sur déclenchement des morceaux de signaux en valeur efficace et en valeur instantanée. J'y reviendrai. Un exemple d'installation d'un PQ-Box 50, vous voyez, donc là, il vient de s'insérer dans un très faible espace et nous permet de le laisser sur site de façon simple. Le deuxième appareil, le PQ-Box 150, donc on l'appelle notre appareil polyvalent, il vient de remplacer le PQ-Box 100, qui était la première génération de nos appareils. Résolution 24 bits. Je reviendrai sur la résolution 24 bits, qui est un point important. À titre d'information, pour ceux qui n'ont pas connu le PQ-Box 100, le PQ-Box 100, lui, déjà codé sur 24 bits, c'est-à-dire un minimum de précision. J'y reviendrai. Carte mémoire jusqu'à 32 Go, donc on peut étendre la mémoire. Analyse des fréquences jusqu'à 9 kHz, donc ça, c'est une option. Donc, vous le voyez en dessous, à partir du moment où on choisit la version expert, on peut analyser les fréquences jusqu'à 9 kHz. Voilà. Sinon, en version basique, même principe que pour le PQ-Box 50, mesure des puissances, mesure des tensions et des courants. Le Basic Plus, lui, c'est un calimètre avec flicker et les harmoniques jusqu'à 2,5 kHz. Le Light, on rajoute l'option oscilloperturbographie, donc mesure sur déclenchement avec enregistrement d'un morceau de signal en valeur instantanée et en valeur efficace. On passe ensuite au PQ-Box 200. Alors, PQ-Box 200, même chose que le PQ-Box 50, avec en plus une entrée analogique et une entrée binaire supplémentaire. Donc, on la voit ici d'ailleurs, la petite entrée analogique supplémentaire. Il est capable d'enregistrer avec un échantillonnage jusqu'à 40 kHz. Donc là, on augmente la bande passante.
Et en option, nous avons une carte HF, carte transitoire, avec une possibilité d'échantillonner à 4 MHz, donc avec une étendue de mesure jusqu'à 10 kV. Ça, c'est important, c'est-à-dire pas de perte d'information sur des transitoires d'amplitude très élevée. Le phénomène transitoire, voilà, c'est classique, c'est un phénomène de très courte durée, mais de très forte amplitude, important de pouvoir mesurer sur des amplitudes étendues, donc 10 kV pour le PQBox 200. Un exemple de mesure de transitoire, donc c'est ce que j'expliquais à l'instant, grandes amplitudes, en général très faible durée, donc très faible énergie, mais l'objectif c'est de bien capturer ce genre de phénomène parce que ça peut perturber d'autres charges raccordées sur le réseau. Important aussi, les modes de déclenchement. Donc, nous avons une multitude de modes de déclenchement pour détecter les phénomènes qui vont s'éloigner de la sinusoïde. C'est pour ça que nous avons des seuils absolus, mais nous avons aussi des seuils relatifs qui viennent se mettre autour de la sinusoïde. C'est pas le tout de mesurer les fréquences élevées, il faut aussi savoir détecter les phénomènes pour bien les enregistrer. Voilà, donc ça c'est possible aussi avec les PQBox, en particulier le 200 et sa carte HF. Et ensuite, le dernier de nos appareils, le PQBox 300. Donc le PQBox 300, même, je dirais même hardware extérieur que le PQBox 200, avec une voie analogique supplémentaire et une voie logique supplémentaire comparativement à notre PQBox 150 ou 50. Mais là, simplement, on monte d'un cran en termes de fréquence d'échantillonnage, puisqu'on échantillonne à plus de 400 kHz. Je vais y revenir là-dessus. L'objectif ici étant de mesurer les supra-harmoniques. Voilà. Alors, là, je fais une petite parenthèse. Jürgen Blum, malheureusement blessé aujourd'hui, est membre de la commission de normalisation CUI 61022 et de la commission 61430. Donc, il est dans le secret des dieux, il sait ce qui nous arrive en termes de normalisation. En particulier, la 61430, donc, qui existe actuellement en édition 3, va passer en édition 4. Et dans cette édition 4, on va parler de la bande de fréquences comprise entre 2,5 kHz et 150 kHz. Parce qu'il est vrai que jusqu'à présent, en termes de compatibilité, on n'avait des normes que jusqu'à 2,5 kHz et au-delà de 150 kHz. Mais entre les deux, rien n'était défini. L'édition 4 de la 61430, qui arrive à grands pas, va définir le niveau de compatibilité entre 2,5 kg et 150 kHz. Voilà, donc ça c'est la nouveauté. Voici ce qui nous attend pour l'avenir. Exemple d'utilisation de la 5e voie analogique, on peut par exemple raccorder une sonde de tension. Voilà, c'est un exemple que vous avez à l'écran. Donc pour suivre l'évolution des températures, j'ai peut-être dit tension, c'est température, donc suivre l'évolution de la température en parallèle des tensions, courants, puissance, etc. Donc on peut raccorder n'importe quel type de sonde sur cette entrée auxiliaire. Et voyez au travers du logiciel que l'on peut définir en fait le fonctionnement de cette sonde avec une unité qui lui sera spécifique, un offset qui lui sera spécifique et un facteur de conversion qui lui sera spécifique. Donc on peut vraiment utiliser tout type de capteur avec cette 5e voie auxiliaire. Et de la même façon, on va utiliser cette voie pour déclencher des enregistrements. Donc, de la même façon qu'on va dire, on déclenche un enregistrement sur dépassement d'une tension, dépassement d'un courant, de la même façon, on peut utiliser cette voie auxiliaire pour déclencher l'enregistrement d'un morceau de signal de type valeur efficace 10 millisecondes ou forme d'onde. Bien, là, c'était la partie hardware. Donc, on a vu nos PQBox 50, 150, 200, 300. Comme je le disais en introduction, tous ces PQBox fonctionnent avec le même logiciel, WinPQ Mobile. Et là, malheureusement, donc Jürgen n'est toujours pas là pour nous l'expliquer, mais 16 années de développement. Donc Jürgen, lui, je l'ai noté quelque part, il a déjà 28 ans d'expérience dans la mesure de la qualité de l'énergie électrique. Et donc, 16 années de développement pour WinPQ Mobile. WinPQ Mobile commun à tous les appareils. Voilà. Une petite info au passage, Jürgen Blum, c'était un collègue, on était collègues en fait, chez LEM,
pour ceux qui pratiquent le MemoBox, ben voilà, donc on a participé au développement des MemoBox à l'époque. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de Suisses aussi qui nous suivent au niveau du webinaire et qui utilisaient pas mal de MemoBox. Très bien. Alors, au niveau de ce logiciel, WinPQ Mobile, on a la possibilité d'avoir des modèles de configuration. Ça, c'est hyper important parce que si vous mettez à jour régulièrement votre logiciel, automatiquement, vous avez les dernières versions de normes qui sont directement intégrées dans le logiciel. Donc, si, exemple, le N50-160 a évolué il y a quelques années, on a modifié le seuil de certains rangs un peu élevés. Si vous mettez à jour votre logiciel, automatiquement, lorsque vous faites une analyse selon la norme, donc on a des modèles de configuration, automatiquement, ces modèles sont mis à jour selon l'évolution des normes. Transfert rapide des données, donc là, l'objectif, comme il y a beaucoup de données et de plus en plus de données, on va le voir aussi avec le PQBox 300, les supraharmoniques, ça représente un volume de données phénoménal. Important d'avoir un transfert rapide de données et fonction d'assistance à l'interprétation des mesures. Même topo, à partir du moment où on a beaucoup d'informations, il est primordial d'avoir les informations les plus importantes en premier lieu pour ensuite aller rapidement sur l'information qui nous intéresse. Voilà. Alors, logiciel performant, l'objectif aussi, c'est de rester simple. Donc, nous nous attachons régulièrement à développer le logiciel tout en le gardant aussi simple que possible. Donc, il y a cependant plein de possibilités de modes de représentation graphique. Vous allez le voir avec le 300, parce que dès qu'on parle de supraharmonique, il faut inventer un nouveau mode de représentation. Je vais vous le présenter. Évaluation selon les normes en vigueur, mais tout en restant aussi simple que possible. Voilà, ça c'était notre objectif avec le WinPQ Mobile et je pense qu'on est proche de quelque chose de parfait. Il faut rester modeste quoi qu'il en soit. Bien, un exemple, représentation de l'évolution d'une courbe, un enregistrement permanent de valeurs moyennes. Alors on va enregistrer les valeurs moyennes, donc des valeurs moyennes classiques en EN 50-160 sont des valeurs 10 minutes, mais vous remarquerez que lorsqu'on a les extrémums, c'est-à-dire les valeurs max et les valeurs min pendant un intervalle de 10 minutes, il sera horodaté de façon très précise à la milliseconde et on aura aussi le niveau très précis de la tension. Voilà. Donc là, horodatage hyper précis des valeurs extrémum en plus des notions de valeur moyenne. Donc vous voyez, on a déjà un spectre global, une vision complète. La tension était en moyenne à ce niveau-là, mais donc on va voir les max et les min de façon hyper précise. Donc déjà une vision globale de la bande dans laquelle on a travaillé. On peut utiliser le logiciel avec des marqueurs. Donc, si vous avez besoin d'un outil, le conseil que je peux vous donner, vous faites un clic droit de souris et vous cherchez toutes les possibilités qu'on va vous proposer. Autre exemple d'un enregistrement, alors cette fois-ci sur déclenchement, puisqu'il y a des méthodes d'enregistrement, enregistrement de valeur moyenne en continu sur de longue durée et enregistrement sur déclenchement d'un morceau signal. Ce morceau signal, comme je vous le disais précédemment, on peut l'enregistrer en valeur efficace 10 millisecondes et ou en valeur forme d'onde. Voilà, ici nous avons un exemple d'enregistrement de valeur efficace et on les a jusqu'à 600 secondes de durée d'enregistrement que l'on peut répartir complètement librement entre pré-temps et post-temps. Je reviendrai sur ce point parce que ça a son importance, surtout lorsqu'on veut regarder, par exemple, on aura un exemple de tout à l'heure, un différentiel qui saute. Ce qui nous intéresse, c'est de voir ce qui se passe avant. Exemple ici, un générateur qui s'arrête suite à un dysfonctionnement. Donc, voyez l'instant du déclenchement. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui se passe avant le déclenchement. Et vous voyez, ce générateur, ici, ben, voilà. Au niveau de la tension, si on avait programmé l'appareil pour faire de la calimétrie classique, compte tenu de la variation de tension, nous n'aurons rien détecté. L'important ici, c'est déjà de plutôt déclencher sur le courant, donc le courant de fonctionnement 70 ampères. Donc, on va plutôt déclencher sur le courant et on va regarder tout ce qui s'est passé plutôt avant, plutôt qu'après, parce qu'après, on a déclenché, ça ne nous intéresse plus. 600 secondes de pré-temps ajustable. Important, il y a pas mal de nos concurrents qui ont privilégié le post-temps, mais qui ne sont pas capables de faire un pré-temps conséquent.
Alors, je vous parle de nos appareils, je vous parle de nos PQBox, 150, 50, 300, 200. Comment déterminer un bon appareil de mesure? Alors, c'est vrai qu'il y a des critères de choix, mais parfois, certains sont compliqués d'accès. Les critères de base, comment choisir un bon appareil de mesure? Alors ça, vous les connaissez tous, ces critères de base. Quelle fonction? Je veux faire de la calorimétrie, je veux faire de la perturbographie, je veux faire de l'oscilloperturbographie, je veux faire du contrôle de production. Bon, ça vous connaissez, vous savez maîtriser ce genre de choses. Le nombre de voies de mesure. On veut mesurer 3U, 3I, 4U, 4I. Est-ce qu'on a besoin d'une voie supplémentaire? Ça commence à être stratégique. Les grandeurs mesurées. Pour information, nos PQBox mesurent à minima quelques milliers de grandeurs, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de nos concurrents. À voir dans le détail, j'ai parlé en introduction de puissance réactive, déformante. Ça fait partie des grandeurs que tout le monde ne mesure pas. Capacité mémoire importante, donc beaucoup d'informations sur une longue durée égale capacité de mémoire importante. Les moyens de communication, important, le logiciel, performance et simplicité, et bien sûr le prix. Voilà, ça ce sont nos critères de base. Mais il y a des critères importants qui sont parfois cachés derrière ces critères de base. Fréquence d'échantillonnage et bande passante. Alors, souvent, on confond fréquence d'échantillonnage avec précision. Il ne faut pas faire cette erreur. Fréquence d'échantillonnage, vous voyez, c'est cette précision verticale, je dirais. La précision, c'est la précision horizontale. Là, on va parler de résolution, alors qu'ici, on va parler de fréquence d'échantillonnage. Deux choses bien différentes, je vais développer ensuite. Donc, fréquence d'échantillonnage, précision et nombre de bits de codage, puissance de calcul, capacité de traitement, méthode de mesure, je vais développer aussi, j'ai parlé de la 60e 430, je vais développer, et les critères de détection et les conditions de service type IP, IK, etc., maintien en conditions de service, tout ça sont des critères hyper importants, mais qu'on ne voit pas forcément parce qu'ils sont masqués par les critères de base. Donc, je développe pour la fréquence d'échantillonnage et la bande passante. En fréquence d'échantillonnage, le principe ici, c'est de prélever à des intervalles en général réguliers une valeur de ce signal pour réduire le nombre d'informations. Je vous donne un exemple. Voici un échantillonnage, donc à 10 kHz. Le même signal vu avec un échantillonnage à 20 ou 40 kHz et le même signal vu cette fois-ci avec le PQBox 300 avec un échantillonnage à 400 kHz. Donc vous voyez, selon la fréquence d'échantillonnage, on peut voir plus ou moins de choses. Le tout, c'est de savoir à quel moment on en a besoin, bien évidemment. Échantillonnage 10 par 10 kHz ici, comparativement à 40 kHz, vous voyez qu'on est un peu plus précis. Pour simplement vous parler du théorème de Shannon, donc la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la bande passante, c'est-à-dire la fréquence maximale la plus élevée que l'on souhaite mesurer. Voilà. Donc si vous échantillonnez à 10 kHz, le maximum que vous pourrez voir, c'est 5 kHz. Si vous échantillonnez à 20 kg, vous verrez jusqu'à 10 kHz. Important de savoir ce que vous souhaitez visualiser. Mais pourquoi avons-nous besoin d'échantillonner plus vite? Pourquoi est-ce que nous avons développé ce PQBox 300, par exemple? Tout simplement parce que les charges électriques évoluent. Donc, on a donné ici quelques exemples. Alors, l'objectif, c'est de réduire, donc de faire des économies de coûts, faire des économies d'énergie. Donc, vous voyez, plutôt que d'avoir des alimentations classiques avec des transformateurs, les transformateurs, beaucoup de métal, c'est lourd, c'est cher, on passe aux alimentations à découpage. Beaucoup plus légères, beaucoup moins chères. On est passé de l'ampoule à incandescence, qui a un rendement très faible, à des ampoules à LED. Économie aussi. Nos moteurs synchrones sont tous pilotés par des variateurs de fréquence. Ces variateurs de fréquence, je vais le développer aussi ensuite, intègrent de l'électronique de puissance. Qui dit électronique de puissance égale découpage. Donc tout à fait comme les petites alimentations à découpage, on découpe les signaux et là, nous générons des harmoniques. Alors, à partir du moment où on introduit de l'électronique de puissance, on va découper les belles sinusoïdes et selon la fréquence de découpage, on aura des harmoniques de rang plus ou moins élevé. Alors, la fréquence de découpage est liée en général à la puissance. Plus la puissance est faible, plus la fréquence de découpage est élevée. Donc, en d'autres termes, si on a de fortes puissances, on est obligé de limiter la fréquence de découpage.
En revanche, dès qu'on a des faibles puissances, alors là, on augmente complètement la fréquence des découpages. Exemple, ici, pour le photovoltaïque, on travaille à 16 kHz. Alors, pourquoi 16 kHz? Donc, vous voyez, c'est une bande relativement réduite pour le photovoltaïque, 16 à 20 kHz. En fait, comme les systèmes photovoltaïques sont installés essentiellement souvent dans des réseaux domestiques, on s'éloigne du côté audible. Donc, l'oreille humaine étant sensible jusqu'à 15 kHz, on va se passer au-dessus, c'est-à-dire à 16 kHz. L'immobilité, c'est-à-dire les véhicules électriques, 10 à 80 kHz. Alors là, pour le coup, c'est très variable selon les différents fabricants, et là, on n'a pas de visibilité. Alors, après, certains véhicules ont leur signature, on le verra après, comme pour exemple la Tesla. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir simplement, c'est que plus on augmente la fréquence, moins il y a de puissance, et inversement. Une petite parenthèse, alors pour la France, puisque pour la France, on parle des compteurs Linky. Les compteurs Linky, donc ce sont les smart compteurs, les smart meters, donc communiquent en courant porteur en ligne. Et ils fonctionnent donc pour la partie G1 à 63 et 74 kHz et pour les compteurs G3 de 35 à 90 kHz. On est exactement dans les bandes qui nous intéressent. Je parlais des supraharmoniques 2,5 à 150 kHz. Et donc, on commence à avoir pas mal de problèmes de communication avec les compteurs Linky. Bien, la bande passante, je l'ai expliqué, dépend de la fréquence d'échantillonnage des appareils de mesure. La norme, disons typiquement EN 50-160, on parle du rang 50 en termes d'harmonique jusqu'à 2500 Hz. Un PQ-Box 100, donc le feu PQ-Box 100 qui a été remplacé par le PQ-Box 150, lui, a une vision jusqu'à 5 kHz, puisqu'il échantillonne à 10 kg. Le PQ-Box 150 a une vision jusqu'à 10 kHz, le PQ-Box 200 à 20 kHz. 20 kHz pour le PQ-Box 200. Vous voyez ici un Mitsubishi Outlander. Lui, avec son système de charge, eh ben, il va générer des harmoniques de l'ordre de 50 kHz. 50 kHz avec le PQ-Box 200, on ne le voit pas, puisque lui va voir au maximum jusqu'à 20 kHz. Mais avec le PQ-Box 300, on a la capacité de voir ce que va polluer le Mitsubishi Outlander sur notre réseau. Alors, vous voyez, donc on a la présence du 50 kHz et automatiquement, on a les multiples de ces fréquences qui vont apparaître, type 100 kHz, 150 kHz, voire parfois du 200 kHz. Un petit rappel du positionnement de nos appareils par rapport aux bandes de fréquences et aux applications. Alors maintenant, passons sur un exemple concret. Voici l'évaluation des supraharmoniques. Donc, ces mesures ont été effectuées sur une aire autoroutière. Alors, c'est une aire autoroutière qui, je dois le dire, a eu beaucoup de problèmes, puisqu'il y avait des problèmes d'éclairage dans le petit supermarché qui se trouvait sur l'aire des services autoroutières. Il y a des ascenseurs qui s'arrêtaient, qui redémarraient n'importe comment. Donc, pas mal de problèmes électriques. En fait, sur cette aire autoroutière ont été installés des chargeurs de véhicules électriques. Donc, il y a eu une mise en service progressive des chargeurs électriques. En parallèle de ça, ont été installés des systèmes photovoltaïques et puis en plus des systèmes d'accumulation de puissance pour pallier justement aux charges multiples des appareils de véhicules électriques. Voilà. Et donc, vous voyez ici, nous avons une représentation qui va nous permettre de visualiser l'intégralité des supraharmoniques. Alors, qu'est-ce que nous avons comme information ici? Ici, c'est l'échelle du temps. Vous voyez, donc là, on voit l'évolution des signaux dans le temps. Ici, sur l'axe des Y, nous avons la fréquence. Donc, on part de 0 kHz avec nos harmoniques classiques. Et ici, nous visualisons l'ensemble des supraharmoniques jusqu'à 200 kHz. En troisième dimension, nous allons utiliser la couleur. Là où il n'y a pas de couleur, donc c'est-à-dire que c'est sombre, ça veut dire qu'il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de perturbation harmonique. À partir du moment où il y a une perturbation, nous allons la représenter donc par la couleur, entre le vert et le rouge, en passant par le jaune. Et voyez que ici, par exemple, je vais trouver des harmoniques donc avec du rouge, donc c'est l'harmonique qui sera la plus importante. En l'occurrence, je regarde sur mon écran et à 18 kHz, on avait 1,7 millivolts de 18 kHz ici. Vous voyez, donc ici, ce mode de représentation, c'est quelque part la 3 dimensions, et on peut l'avoir en 3 dimensions, la même représentation,
Donc ici, les fréquences, ici, l'échelle du temps, et vous voyez l'amplitude avec les maximums atteints qui vont apparaître en rouge. Donc graphique 3D, quelque chose d'assez sympa à utiliser aussi pour visualiser l'intégralité des supraharmoniques. Donc imaginez bien, hein, avant on mesurait jusqu'au rang 50, donc 2500 Hz. Aujourd'hui, on est jusqu'à 150 kHz. C'est un autre monde. Évaluation des supraharmoniques. Alors déjà, la CUI 61000-2-2 intègre des valeurs limites pour les supraharmoniques. Donc ces bandes ici que nous avons, on a 3 bandes représentées, 9 à 30 kHz, 30 à 50 kHz et 50 à 150 kHz. Ces paliers de limites sont déjà représentés et intégrés dans notre logiciel. Donc vous pouvez tout de suite faire des analyses harmoniques avec le PQBox 300 selon ces normes et visualiser très rapidement si vous êtes en deçà ou au-dessus des normes en question. Alors, du fait de l'augmentation des valeurs fréquentielles de toutes ces harmoniques, on représente ça et la norme représente ça en dB par microvolt. Nous avons, avec notre logiciel, la possibilité de représenter ces valeurs en absolu, c'est-à-dire en volts. Donc, vous voyez, ici, plutôt que de représenter ça en relatif, on va les représenter en absolu. Alors, je vais ressortir le maximum ici, qui est 2,511 volts. Bien. Alors, j'ai parlé du spectre au niveau de nos appareils. Tous les appareils, que ce soit les PQBox, y compris les concurrents, alors je vais citer Flook, je vais citer Chauvin-Arnoux, tous doivent respecter le théorème de Shannon, c'est-à-dire on va échantillonner à 2 fois la fréquence que l'on souhaite, la fréquence maximale que l'on souhaite observer. Donc vous voyez que ici, bon, sur les choses relativement classiques, on travaillait avec nos PQBox 150 et 200. Aujourd'hui, le PQBox 300 couvre l'intégralité de la gamme jusqu'à 150 kHz ou à 200 kHz. Il est prêt pour l'édition 4 de la 61430. Grosse discussion au niveau de ce groupe de travail CUI 61430, édition 4, comment mesurer les supraharmoniques. Alors, pour mesurer les supraharmoniques, comme pour mesurer les harmoniques, on définit une bande. Donc, on mesure les supraharmoniques, par exemple, soit sur 200 Hz, soit sur 2 kHz par bande. Grosse discussion, la norme, maintenant, elle est définie pour des bandes 200 Hz. Le PQBox 300 est capable de mesurer à la fois sur des bandes 200 Hz et à la fois sur des bandes 2 kHz. À terme, on ne laissera que le 200 Hz. Il est déjà prêt pour la future norme. J'ai parlé de fréquence d'échantillonnage. Autre critère important, précision et nombre de bits de codage. Alors, nombre de bits de codage, on a un exemple ici, voilà. Donc, ici, on va parler de quantification, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai échantillonné mon signal, je travaille sur des échantillons. Chaque échantillon va être en fait réparti sur un nombre entier de paliers. Alors, c'est la résolution, c'est le nombre de plages de mesure, donc, et ça, c'est lié au nombre de bits de codage. Donc, vous voyez, une représentation d'un signal vu avec un codage 16 bits et un codage 24 bits. On est beaucoup plus précis ici. C'est bien le découpage horizontal qui nous intéresse. Pour vous donner un ordre de grandeur, un appareil qui code sur 16 bits donc, va définir un nombre de niveaux à 65 000. Un appareil qui code sur 24 bits, on a 16 millions de niveaux. C'est-à-dire qu'à 24 bits, on est 256 fois mieux que sur 16 bits. Vérifiez les appareils que vous utilisez, regardez sur combien de bits ils codent. Vous verrez la différence. Que ce soit l'ancien PQBox 100, le 150, le 200 et le 300, de base, on code sur 24 bits. Donc, résolution, je dirais performante. Et je vais prendre un exemple concret. Le N50160, que nous demande de mesurer le N50160 en termes d'harmonique? Eh bien, on doit mesurer différents rangs harmoniques jusqu'au rang 25, quasiment. Enfin, un niveau, un maximum est défini jusqu'au rang 25. Et le plus faible niveau, donc la limite à ne pas dépasser, est définie à 0,5%. Ça, c'est 0,5%. Donc, on doit voir si le rang, par exemple 6 ou les rangs 24, ne dépassent pas 0,5% de la tension nominale. 0,5% de la tension nominale. Si on mesure 0,5% de 100 volts,
et qu'on applique la CUI 61030 qui nous dit qu'on doit avoir une précision de 1%. Donc, mesurer 0,5% sur 100 volts, c'est ce que j'écris ici. Avec une précision de 1%, on doit avoir une précision de 0,005 volts. Si vous regardez bien, ici, il nous faut un minimum, alors ça c'est un calcul purement théorique, il nous faudrait 18 bits minimum pour respecter le niveau de précision imposé par la CEI 61430 lorsqu'on fait une mesure à 100 volts. Alors, mesure 100 volts, j'imagine des mesures en moyenne tension à partir, donc au secondaire de transformateur de mesure. Donc, vous voyez que le 24 bits a son importance. Résolution. Bien. Donc, on a vu la fréquence d'échantillonnage, on a vu la résolution et le nombre de bits de codage. Dernier point important sur les critères cachés des appareils lors d'un choix d'appareil, méthode de mesure. Alors là, je vais sortir ma présentation fétiche. Comment mesurer un creux de tension? Je vais appliquer une première méthode. Alors, mesurer un creux de tension, on applique la méthode U efficace égale, voilà, celle que vous avez à l'écran. On ne va pas faire trop de mathématiques aujourd'hui, mais là, je vais mesurer ma valeur efficace parce que mesurer un creux de tension, c'est savoir si je passe en dessous de 90% de ma tension nominale, c'est-à-dire 90% en dessous de 230 volts. Donc là, je dois mesurer la valeur efficace de mon signal. Donc ici, j'ai mon premier point à 230 volts, deuxième point à 230 volts, troisième point 115 volts, quatrième point 230 volts, cinquième point 230 volts. Mon creux de tension, en conclusion, il a une durée de 20 millisecondes et on descend à 115 volts. Je vais appliquer une deuxième méthode de mesure. Méthode 2, regardez, la formule est exactement la même. Je calcule la valeur efficace de la même façon. Premier point, 230 volts. Deuxième point, 182 volts. Troisième point, 182 volts. Quatrième point, 230 volts. Ah, on utilise exactement la même formule mathématique et pourtant là, je mesure un creux de 40 millisecondes, 182 volts. Quelle est la bonne méthode de mesure? La méthode 1 ou la méthode 2? Regardez, je vais vous sortir une troisième méthode. Toujours la même formule, efficace, racine carrée de 1 sur t, l'intégrale de 0 à t de u au carré de t dt. Et là, première fenêtre de mesure, 230 volts, deuxième 230 volts, 230 volts, puis à 182 volts, 115 volts, 182 volts, 230 volts, 230 volts. Notre creux ici est différent des deux précédents. Donc, vous voyez, il y a une multitude de méthodes de mesure pour mesurer un creux de tension avec la même formule mathématique. D'où l'importance de définir une méthode commune. Cette méthode commune, c'est la CUI 61430 qui l'a définie. Donc, que ce soit pour les creux de tension, que ce soit pour les enregistrements de valeurs continues, longue durée, 3 secondes, 10 minutes, la CUI 61430 nous définit des méthodes de mesure. En particulier, si vous avez des appareils de différents fabricants qui sont de classe A, si vous les mettez en parallèle sur le même point de mesure au même moment, ils vous donneront les mêmes résultats. Important. Imaginez si vous avez un appareil qui va enregistrer en fixe et qui va surveiller par exemple un producteur et que vous veniez avec un appareil portable qui ne vous donne pas les mêmes résultats. Ce serait vraiment un problème. Donc, critère important, être conforme à la classe A de la 61430. Bien, et certifié important, donc certifié, c'est-à-dire certifié par un laboratoire indépendant capable de valider un appareil classe A. Alors, beaucoup de théories, on va revenir quand même un petit peu à la pratique. Et là, voici l'histoire intéressante d'un différentiel qui se déclenche dans un laboratoire photographique. Ce laboratoire photographique est installé sur un site industriel au premier étage d'un gros bâtiment dans lequel, au niveau du rez-de-chaussée, on a une usine de production. Voilà. Que se passe-t-il? Ce différentiel déclenche de façon intempestive plusieurs fois par jour dans ce studio photo. Alors, comme ce studio était relativement récent, l'électricien qui avait fait son tableau électrique est venu contrôler. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général lorsqu'un différentiel saute? On va contrôler l'isolement. Donc, il y a eu un contrôle d'isolement effectué sur l'intégralité des câbles et sur tous les appareils installés sur ce site. Aucun problème d'isolement n'a été relevé.
Bien. Qu'a fait l'électricien? En fait, il a coupé tous les départs et il a commencé à réenclencher chacun des départs pour voir à quel moment le différentiel allait sauter. En réenclenchant tous les départs, le différentiel n'a pas sauté. Bizarre. Il a recoupé tous les départs et, de façon miraculeuse, enfin pas miraculeuse, bizarre, le différentiel déclenche, alors que tous les départs sont coupés. Que se passe-t-il? Là, l'électricien est complètement dépassé. Il a fait appel à nos services et nous avons effectué une mesure sur ce différentiel. Donc pour ça, vous le voyez sur l'image ici, nous avons installé une pince de mesure et nous avons utilisé l'entrée auxiliaire de notre PQBox, donc PQBox 200 en l'occurrence, qui était utilisé ici, et nous n'avons pas mesuré le courant qui passait dans la Terre, c'est-à-dire sur le connecteur PE, mais nous avons en fait mesuré l'équivalent de ce que voit le différentiel. D'accord? Donc on utilise cette pince et voici ce que nous avons mesuré avec le moment du déclenchement ici. Une fois de plus, vous voyez l'importance de pouvoir régler un pré-temps de durée très importante pour voir vraiment ce qui se passe avant, puisque ce qui se passe après ne nous intéresse pas. Le différentiel, de toute façon, il a coupé. Voilà. Donc ici, voilà ce qui se passe avant. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi ce différentiel a sauté. Donc nous effectuons une transformée de Fourier rapide, une FFT, sur cette forme d'onde et nous voyons que nous avons la présence de 8 et de 16 kHz sur ce réseau. Donc 8 kHz, 16 kHz, donc on voit que cette fréquence, donc 8 kHz ici et 16 kHz ici, sont présentes sur le réseau, donc sont présentes sur les charges de ce labo photo. Donc on a du courant, parce qu'ici c'est la représentation en courant, donc le spectre en courant. Donc on a du 16 kHz ici, vous voyez, donc quasiment 700 mA de 16 kHz, voilà, qui génère des tensions 16 kHz et 8 kHz susceptibles de polluer les charges dans ce labo photo. Bien, donc on génère du courant, mais simplement ce qui se passe, c'est qu'on a constaté que lorsque on avait coupé tous les départs, le différentiel sautait. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est que ce 16 kHz vient de l'extérieur de ce labo photo, donc vient en amont du différentiel. Et vous voyez ici que pour tout ce qui est 50 Hz, et donc nos harmoniques classiques, pas de haut niveau, donc pas de problème d'isolement. Donc le problème vient bien du 16 kHz et du fait que le différentiel a eu sauté alors qu'on avait coupé tous les départs, le phénomène vient de l'extérieur. Voilà. Donc notre appareil a été capable de piéger l'origine du phénomène, reste à l'expliquer. Et l'explication de l'origine du problème, le voici. En fait, ce labo photo est équipé de caméras, d'écrans, de moniteurs, beaucoup d'électronique. Et chaque appareil électronique a son alimentation que l'on a représentée ici. Et cette alimentation, comme beaucoup d'alimentations qu'on a à la maison, hein, puisque des alimentations à découpage, téléphone portable, la Switch du gamin ou la PS5, par exemple, en général, structuré comme ça, avec des condensateurs à l'entrée. Donc, vous voyez, on a un condensateur entre la phase et la Terre, et on a un condensateur entre le neutre et la Terre. Voilà. Mais à partir du moment où l'on coupe le circuit, neutre et Terre restant raccordés, on peut avoir un petit courant type 16 kHz qui va passer dans ce condensateur. Si le différentiel doit sauter entre 15 mA et 30 mA, pour peu que vous ayez une trentaine d'appareils utilisant ce genre d'alimentation, 30 fois 1 mA va faire que le différentiel saute. Donc, vous voyez, en fait, ce qui se passe. Donc, l'explication sur l'histoire de ce différentiel qui saute, c'est simplement le voisin qui génère des harmoniques à 16 kHz. Alors, plutôt que de passer sur le réseau, elles vont passer chez le voisin. Pourquoi? On va le voir. Donc, vous voyez, avec nos appareils, on mesure à la fois la forme de l'onde, on mesure la transformée de Fourier
jusqu'à 20 kHz. Donc, on a décelé l'origine du problème. L'explication, donc, elle est là. Les harmoniques classiques, donc, ici, on génère des courants harmoniques, que ce soit l'harmonique 5, l'harmonique 7, hop, toutes ces harmoniques vont sur le réseau moyenne tension. Ça, c'est le cas classique avec nos harmoniques classiques. Pour ce qui est des supraharmoniques, voyez l'impédance, donc l'impédance du transformateur. Ici, donc l'impédance, c'est oméga L. Oméga égale 2πf. Donc, il est évident que si la fréquence augmente, l'impédance augmente. Donc, vous voyez, l'impédance qui est quelques ohms pour le 50 Hz va être beaucoup plus importante pour le 16 kHz. Donc, l'impédance étant élevée pour le 16 kHz, ce centre de production qui émet des courants harmoniques 16 kg, ces courants harmoniques vont chercher, c'est un peu comme l'eau, vont chercher le chemin le plus facile et en fait vont trouver l'impédance la plus faible dans ce studio photo qui se trouve au premier étage et va faire sauter le différentiel. Donc, vous voyez, ces notions de supraharmonique liées aux impédances que l'on peut trouver sur le réseau, voici ce qui nous attend pour l'avenir. On a déjà ce genre de problème et ça va se développer à l'avenir. Bien, ça c'était l'histoire du labo photo avec son disjoncteur différentiel qui saute. Une autre histoire intéressante, c'est la charge des véhicules électriques en parallèle. Alors, Jürgen Blum, que vous avez ici en photo, il était un petit peu plus jeune à l'époque, mais bon, il est resté relativement jeune, vous verrez au prochain webinar, a eu l'occasion d'effectuer, donc c'était à l'université de Bingen, effectuer la surveillance de charge en parallèle de véhicules électriques. Alors, histoire aussi très intéressante. Ici, donc, dans cette université, on a un jeu de barre avec une puissance de court-circuit de 0,5 MVA, donc quelque chose de, je dirais, supérieur à un réseau public classique. Et puis, on a 10 points de charge de véhicules, ici, répartis sur 3 jeux de barre. Voilà. Alors, sur ce site, il y avait aussi du photovoltaïque d'installer. Voilà. Et l'objectif, c'était d'évaluer les supraharmoniques et l'influence des charges de véhicules électriques les unes sur les autres. Bien, exemple, donc là, on a pris isolément une Tesla. Et là, voilà, ça c'est la signature d'une Tesla. Quel que soit le modèle de Tesla, y compris sur les modèles les plus récents, vous avez du 64 kHz. Donc voici une Tesla, voilà, qui a signé sa présence sur le réseau avec sa charge, présence de 64 kHz. Visualisé sous forme de spectre classique ou en 3 dimensions, le mode de représentation qu'on a au niveau du PQBox 300 avec la représentation supraharmonique. Donc voici l'exemple d'une Tesla. Voici l'exemple d'un autre véhicule qui là est chargé en triphasé et qui nous génère, bon, on le voit ici au niveau des courants, on a la présence de 10 kHz présents et puis alors ce 10 kHz en courant appliqué sur l'impédance du réseau nous donne un petit 10 kHz sur la tension. Voici la représentation spectrale. Donc, vous voyez, 10 kHz, 700 mA, qui nous génère un 10 kHz 1,75 volts, qui est quelque chose de très important, mais vous l'avez compris, l'impédance, ici, joue son rôle, puisque l'impédance est complètement différente entre le 50 Hz et le 10 kHz. Alors, exemple, je reprends le Mitsubishi Outlander, donc vous vous souvenez, qui génère du 50 kHz. Voici le Mitsubishi en charge seul. Alors, il se charge en monophasé et on voit la présence ici du 50 kHz. Voilà, bon, rien de particulier. Je vais ensuite, donc vous voyez, au niveau du spectre, 50 kHz, avec la présence des multiples du 50 kHz, 100 kHz, 150 kHz. Je vous ai présenté ça déjà avant. Mais je vais comparer maintenant la charge de ce Mitsubishi seul. Je vais la comparer, cette charge, avec la charge en présence d'un second véhicule. Donc là, ici, c'est le Mitsubishi tout seul. Donc on voit bien, monophasé, avec ce 50 kHz, ici, hein, qu'on a vu sur le spectre. Et je vais charger un second véhicule en parallèle de ce Mitsubishi. Et j'observe ce qui se passe au niveau du Mitsubishi. Et voici ce qui se passe. Donc, on voit la présence du second véhicule qui, lui, se charge en triphasé. Donc, vous voyez, c'est ce fameux véhicule qui génère du 10 kHz. Mais en plus de se charger et de polluer le réseau à 10 kHz, il vient influencer la charge du Mitsubishi
c'est lui qui vient amplifier le 50 kHz au niveau du système de charge du Mitsubishi. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Et que se passe-t-il? En fait, la charge du premier véhicule du Mitsubishi est interrompue au bout de 20 secondes. C'est-à-dire que l'électronique de charge du Mitsubishi réagit à la présence de cette forte amplitude et coupe son alimentation. Il n'était plus possible de charger le Mitsubishi durant toute la charge de l'autre véhicule. Donc, voici un bon exemple de présence de supraharmonique. Donc là, c'est du kilohertz et de l'influence entre véhicules. Et là, l'explication, vous voyez, c'est comme l'histoire de notre différentiel, en fait. Le premier véhicule ici et le second véhicule ont une influence mutuelle. Et en l'occurrence ici, le second véhicule que nous avons ajouté, qui génère du 10 kHz, en fait, va chercher ce 10 kHz, va chercher l'impédance la plus faible et va la trouver chez le premier véhicule, le Mitsubishi Outlander, et va l'empêcher de se charger plutôt que d'aller sur le réseau parce que l'impédance est beaucoup plus élevée. Vous voyez, même genre d'explication, mesurer le supraharmonique, et ces harmoniques vont avoir des routages différents du fait des impédances différentes sur le réseau liées à une fois de plus, la fréquence. Bien. Je regarde le temps parce que oui, ça court. Bien. Donc, l'impact des supraharmoniques, vous voyez, très lié aux impédances. Ça, c'est important. Mesurer les supraharmoniques, c'est régler les problèmes d'avenir. Je passe rapidement sur des phénomènes. Donc, on a eu des analyses importantes aussi sur l'éclairage à LED, par exemple, et on se rend compte que les éclairages à LED vieillissent beaucoup plus vite que ce qu'on bien voulu nous dire les fabricants. C'est bizarre, vous installez des LED chez vous, on vous annonce des durées de vie phénoménales, et en fait, vous claquez des ampoules à LED. Même phénomène, ces ampoules à LED peuvent être des filtres pour les supraharmoniques, donc reçoivent en plus du courant classique des supraharmoniques. Donc, l'ampoule chauffe plus, chaleur égale limitation de la durée de vie. Ça explique aussi ce qui se passe au niveau des éclairages à LED. Donc ça, c'est l'impact des supraharmoniques. C'est le premier phénomène polluant, disons. La première conséquence, c'est surcharge des alimes et donc vieillissement prématuré des alimentations et réduction des durées de vie. Le deuxième impact des supraharmoniques, phénomène acoustique. Je l'ai expliqué au niveau du photovoltaïque. Donc, on place le photovoltaïque au-delà du 15 kHz parce que l'humain est sensible jusqu'à 15 kHz. Donc, phénomène acoustique. Si jamais vous avez des supraharmoniques présentes dans la bande audible, eh bien là, les utilisateurs vont être gênés parce qu'ils vont entendre ces supraharmoniques. Troisième phénomène, dysfonctionnement des appareils. Là, c'est l'histoire d'un hôtel tout moderne qui a décidé d'installer des lampes à commande tactile. Donc, vous démarrez les lampes, vous allumez les lampes, vous les éteignez uniquement en touchant le pied de la lampe. Malheureusement, cet hôtel avait un industriel pas trop loin avec un convertisseur, donc des moteurs à convertisseur, et en fait, ce convertisseur a généré des courants harmoniques qui sont venus dormir dans cette lampe à l'hôtel. C'est-à-dire qu'en fait, cette industrie qui travaillait jour et nuit, en fait, est venue allumer les lampes, y compris la nuit, sans que personne ne touche la lampe. C'est-à-dire que tous les clients étaient réveillés pendant la nuit. On voyait quelque chose d'impossible à vivre. Dysfonctionnement des appareils, c'est le troisième impact des supraharmoniques. Bien. Donc, que se passe-t-il aujourd'hui? Des supraharmoniques, on en a partout. D'une part, on a des commandes sensitives qui travaillent sur des faibles niveaux et on a de l'électronique de puissance installée partout qui nous génère des supraharmoniques. Donc, il va falloir s'y habituer. On va vivre avec les supraharmoniques et il va falloir lutter. Bien. Alors, automatiquement, vous allez vous poser la question, comment définir la responsabilité, c'est-à-dire qui est responsable de ces harmoniques? Alors, la façon classique de mesurer les harmoniques, c'est de mesurer la puissance active des harmoniques. Alors, c'est vrai que si vous êtes ici, vous allez dire vous êtes générateur. Si vous êtes ici, donc mesurer la puissance active harmonique, vous êtes récepteur. Bien, un exemple concret. Donc, voici un abonné 1, un abonné 2. Je vais mesurer la puissance harmonique. Donc, classiquement, qu'est-ce que je fais? Je mesure le courant harmonique au niveau de l'abonné 2. Donc, j'utilise un PQ Box. En l'occurrence, c'est un PQ Box 150. Et je mesure le courant harmonique chez l'abonné 2. Je vais mesurer aussi
la tension harmonique, c'est cet abonné 2, donc tension harmonique, et je vais en mesurer l'angle et je vais mesurer la puissance. P harmonique égale U harmonique, I harmonique fois le cosinus harmonique. Parfait. Ben, ce n'est pas si parfait que ça. Vous allez le voir, puisqu'en fait, cet abonné 2 n'est pas seul. Il y a d'autres abonnés et il y a le réseau. C'est-à-dire qu'en présence d'un autre abonné perturbateur et d'un réseau perturbateur, on a d'autres harmoniques issus de ces pollueurs. Donc en fait, le niveau harmonique en tension que l'on a mesuré là, en fait, c'est le résultat de la pollution harmonique de cet abonné 2, mais aussi de cet abonné 1 et du réseau. Et en fait, ce qu'a apporté l'abonné 2, c'est uniquement cette résultante ici. Donc vous voyez, le fait, avec n'importe quel appareil de mesure, de mesurer la tension et le courant harmonique pour ensuite en déduire la puissance active, n'a aucun sens. Parce que le bilan ici, harmonique, il est dépendant d'une part de la tension harmonique du réseau, d'autre part de l'abonné 1, puis de l'abonné 2. Et ce que ne peut à mesurer l'appareil, c'est que ce vecteur vert et ce vecteur orange. Donc, ne pas faire d'erreur ici, mesurer ce courant harmonique, mesurer cette tension harmonique et en déduire la puissance harmonique, c'est-à-dire le sens, alors que ce qui nous intéresse, c'est cette puissance-là, mais cette puissance-là n'est pas directement mesurable, puisque c'est simplement la résultante d'un effet. Et je le rappelle, les courants harmoniques se déplacent sur chacun des circuits, donc chaque pollueur génère son courant harmonique, mais le résultat, c'est la combinaison de tous ces courants harmoniques sur une impédance de réseau qui nous crée une résultante en tension. Et cette résultante en tension est partagée auprès de tous les consommateurs sur le réseau. Bien, j'avance rapidement. Alors, n'ayez pas de crainte, si on n'arrive pas au bout de la présentation, on pourra vous la diffuser, vous aurez l'intégralité des présentations. Si jamais vous souhaitez avoir d'autres présentations, on pourra en faire, on fera d'autres webinaires. Et en plus, nous sommes capables de faire des formations, donc à la demande, nous effectuons des formations sur site. Alors, j'avance rapidement. Un exemple. Là, on va calculer un exemple. Vous voyez ici plusieurs départs avec des courants harmoniques, 17 ampères, 51 ampères, 32 ampères, 21 ampères, 70 ampères. Si je fais la somme algébrique de ces courants, on a 51 ampères. En revanche, si je viens avec mon appareil de mesure mesurer les courants, j'ai 129 ampères. Et en effet, il faut tenir compte de l'angle de ces harmoniques. Et donc, plutôt que de tenir compte de l'angle tension-courant, la bonne méthode, c'est d'avoir une référence commune. Et pour avoir une référence commune, on va utiliser la tension de l'harmonique, enfin la tension de l'harmonique fondamentale. Et on va comparer l'angle de chacun des rangs harmoniques. Donc ici, par exemple, le courant de l'harmonique 5 comparé à la tension du fondamental. Ici, l'harmonique de courant 5 comparé à la tension fondamentale. Et là, on peut comparer les rangs harmoniques entre eux et on peut visualiser l'impact de l'un par rapport à l'autre. Vous voyez, la méthode pour mesurer les harmoniques, ça n'est pas de mesurer une puissance harmonique, courant, tension, puisque ça n'est pas possible de le mesurer. En revanche, la méthode, c'est de comparer les courants harmoniques, dans les mesurer en angle par rapport à une référence commune, et cette référence commune, c'est la tension d'harmonique 1, et tous nos PQ-Box sont capables de mesurer ces courants harmoniques les uns par rapport aux autres. Donc, si vous allez en particulier sur la fonction online et si vous allez sur valeur harmonique, vous verrez ce mode de représentation ici. Et vous voyez qu'ici, on peut visualiser chacun des rangs harmoniques, donc le rang 3, le rang 5, le rang 7, par rapport à une référence qui est toujours la même. Et là, on peut voir l'influence de l'une par rapport à l'autre. Et surtout, on peut voir comment atténuer, quelles sont celles qui sont en priorité à réduire, c'est celles qui vont justement augmenter sur le réseau. Vous voyez? Alors, on aurait eu plein d'histoires encore à vous raconter, mais malheureusement, on arrive au bout du temps. On avait une belle histoire sur une zone industrielle avec un client discret d'apparence, mais qui générait plein de flickers sur le réseau. Donc, une mesure qui est effectuée avec du PQ-Box 150. On a un exemple d'une usine de traitement de déchets qui avait investi dans une nouvelle grue. Et puis, en fait, cette nouvelle grue, avec son nouveau variateur de vitesse, crée plein de dysfonctionnements
à l'intérieur de l'usine, beaucoup d'alimentations qui ont sauté en fait, enfin qui ont été détruites. On est passé d'un redresseur B6 à un variateur à fréquence moderne qui génère beaucoup d'harmoniques, de supraharmoniques. Voilà, donc voici ce qu'on a vu en B6, voici ce qu'on a mesuré avec du 20 kHz, on ne voyait rien. En échantillonnant avec le 300 à 400 kHz, on voyait ce qu'on voit avec un PQ-Box 200, ici, pardon, et ce qu'on voit avec un PQ-Box 300. Donc là, on voit le démarrage de la grue et on voit la présence de supraharmonique. Bon, vous voyez, on a plein d'histoires à vous raconter. Malheureusement, le temps est écoulé. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous restons à votre disposition. Vous avez ici mes coordonnées et puis on vous répondra à tout. On est disponible aussi donc pour vous faire des présentations sur site. Et puis j'espère que Jürgen sera présent la prochaine fois, même si on est content de voir passer Thomas avec nous. Voilà, écoutez, bonne journée à tous et puis au plaisir de vous avoir sur un prochain webinaire. À bientôt.